Il y a quelques mois, on a parlé de Shin Godzilla sur la chaîne dans une vidéo qui analysait à quel point cet opus c'est un modèle d'écriture et de commentaires politiques en utilisant brillamment la mythologie autour du célèbre monstre. Et comme promis à la fin de cette vidéo, l'heure est venue de parler de Godzilla Minus One. À entendre les avis en général, cet opus serait le plus spectaculaire, le plus divertissant, un volet unanimement salué pour ses effets spéciaux, mais Minus One, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation ou est-ce qu'on ne l'aurait pas un peu survendu? Salut, c'est Clem, et aujourd'hui dans Cinescope, on s'intéresse au développement puis à la réception de Godzilla Minus One. Suite au succès de Shin Godzilla, de nombreux fans espéraient une suite directe aux événements du long métrage, d'autant que le film se concluait sur une fin relativement ouverte, qui laissait espérer une suite apocalyptique avec un monstre dont l'évolution possible avait quelque chose se rapprochant de l'horreur cosmique, tant elle dépassait toutes les limites. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. En 2017, Shinji Higuchi, qui avait co-réalisé Shin Godzilla, annonce que la Toho ne produira pas de film Godzilla avant 2020 en raison d'un accord contractuel avec le studio hollywoodien Legendary Pictures qui travaille sur son Monsterverse. Et 2 ans plus tard, quand la Toho peut enfin lancer l'écriture d'un nouveau Godzilla, on apprend qu'il n'aura rien à voir avec Shin Godzilla. Tout juste sorti du projet The War of Archimede, le réalisateur Takashi Yamazaki est annoncé à bord du projet. Pour la petite anecdote, Yamazaki avait déjà été lié à l'univers du monstre. Et pour cause, en 2007, il ouvrait son film Always Sunset on 3rd Street 2 avec une séquence imaginaire qui contient une apparition du célèbre monstre. L'occasion à l'époque de déjà travailler avec un Godzilla entièrement réalisé en effet numérique. Le scénario est donc développé à partir de 2019 et la pré-production prendra près de 3 ans. Une longue préparation causée en partie par la pandémie de Covid-19. Yamazaki est très clair sur ses ambitions. Il veut un film dont la narration est directement liée au tout premier Godzilla de 1954. Le cinéaste veut éviter de placer son récit dans un cadre moderne et il ne veut pas copier les thématiques de Shin Godzilla, conscient que les parallèles avec l'imagerie autour de Fukushima sont trop ancrés dans l'imaginaire collectif. Du côté de ses inspirations principales, il cite The Host de Bong Joon-ho, le travail de Miyazaki dans la représentation du Japon d'après-guerre, ou encore Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. L'idée c'est donc de placer la catastrophe à une échelle humaine, familiale, tout en racontant le traumatisme de la guerre à travers des héros abîmés, perdus et considérés comme des perdants. L'histoire va se concentrer autour de Koichi Shikishima, un pilote kamikaze qui a pris peur et a refusé de se sacrifier avant la fin de la guerre. Après avoir survécu de justesse à une attaque de Godzilla, il retourne vivre dans un Tokyo dévasté par les bombardements. Hanté par la culpabilité du survivant et la culpabilité d'avoir failli à son devoir, le jeune homme va peu à peu se constituer une famille de substitution. Mais voilà, Godzilla n'a pas dit son dernier mot et pourrait bien menacer à nouveau sa volonté de reconstruire une vie loin des conflits. Godzilla Minus One est sorti le 3 novembre 2023 au Japon. Et d'ailleurs, on va devoir attendre décembre pour avoir quelques séances exceptionnelles en France, mais ça va être globalement très compliqué. La traduction et distribution de cinéma japonais en France, c'est toujours compliqué. Et ça tombe bien parce que ça crée un lien direct avec notre partenaire du jour, Rosetta Stone. Vous le savez, j'aime énormément le cinéma asiatique, que ce soit japonais, coréen ou encore indien. Et c'est pas toujours facile de trouver ces films traduits en français. Typiquement, le cinéma indien, c'est un enfer pour trouver de bons sous-titres, et ça aide franchement d'avoir des notions de la langue pour profiter des films. Alors si comme moi, vous êtes toujours curieux d'apprendre de nouvelles langues, Rosetta Stone, c'est la solution qu'il vous faut. Plutôt que de faire des leçons ultra techniques sur la grammaire, la conjugaison, Rosetta Stone, ça propose un apprentissage ultra immersif. Des images, des mots, et ton cerveau fait le lien comme si tu étais sur place. Et pour la pratique de la langue, la technologie True Accent compare ta prononciation à celle de millions de locuteurs natifs. Comme ça, t'as un retour direct et tu peux très vite progresser. मैं यहाँ फुटबॉल खेलती थी. मैं यहाँ football खेलती थी. Les leçons durent 5 minutes à peine, donc ça te permet clairement de pratiquer un peu tous les jours, d'autant que Rosetta Stone est dispo sur ordinateur, mais aussi sur téléphone. De mon côté, je continue à utiliser Rosetta Stone pour améliorer mon hindi, et je trouve ça vraiment utile. Et un jour, je pourrais peut-être le mettre directement à profit pour un voyage, qui sait, peut-être des vidéos directement en Inde, pour vous parler du cinéma indien à la source. En utilisant mon lien en description, tu bénéficies d'une offre unique. 60% de réduction sur l'offre Lifetime qui t'offre les 25 langues de l'appli à vie. Alors n'hésite pas, c'est le moment d'apprendre une nouvelle langue.
Comme on le disait, Godzilla Minus One est sorti le 3 novembre 2023 au Japon et il va rencontrer un très grand succès avant que le bouche à oreille ne fonctionne également à l'international et qu'il devienne un véritable phénomène international. Généralement, le premier point qui ressort quand on entend parler de Minus One, c'est la qualité folle de ses effets spéciaux, au point de décrocher l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 2024. Et petit point budget, le film a coûté entre 10 et 15 millions de dollars. Yamazaki a précisé en interview que le coût réel était inférieur à 15 millions de dollars. En gros, on est sur un budget de 1,5 milliard de yens japonais, soit une somme très similaire au budget de Shin Godzilla qui était à 1,3 milliard. Donc globalement, on est sur un beau budget pour le cinéma japonais, mais clairement pas sur un record historique. Donc même en replaçant dans le contexte local, les coûts différents, les logiques industrielles, oui, ça reste follement impressionnant de voir le résultat avec une telle somme. Donc petit point rapide sur les effets spéciaux, oui, Godzilla Minus One est franchement impressionnant. On a beaucoup plus d'action et de grands spectacles que sur Shin Godzilla, et le rendu de la créature force le respect. C'est beau, c'est immersif, on y croit, bref, c'est un triomphe technique. Les séquences de destruction sont toutes marquantes, et surtout elles créent un impact narratif et visuel évident. C'est le très haut du panier dans les séquences d'anthologie des attaques de Godzilla, et elles ne sont jamais gratuites. Elles se placent dans une logique de narration, elles font évoluer le scénario, les personnages. On sent que Yamazaki a un savoir-faire du cinéma populaire, et que c'est ultra divertissant sans être complètement débile. D'ailleurs, lors de ma vidéo sur Shin Godzilla, certains me reprochaient de critiquer le Monsterverse en disant que le but c'était simplement de divertir. Et mon souci avec le Monsterverse, pour clarifier ce point, c'est qu'on me promet du gros divertissement mais que je m'amuse jamais. Je vois juste des fonds verts criards, des séquences d'action mal foutues. Avec Minus One, j'ai ce divertissement. On me promet du spectacle, on me le donne, ça en fout plein les yeux et ça marche. Mais voilà, je fais partie des gens qui sont prêts à accepter des effets spéciaux approximatifs tant que le film est bon. Et à l'inverse, je pense qu'une super démonstration d'effets numériques ne garantit pas un bon blockbuster pour autant. Alors il vaut quoi, ce Godzilla Minus One? Est-ce qu'il a autre chose à proposer qu'un beau spectacle et une prouesse technologique? Le film est une réussite sur de nombreux points à mes yeux. Premier point, le film est porté par une mise en scène franchement efficace. Visuellement, le cinéaste propose un cinéma noble qui enchaîne des plans réfléchis et impressionnants. On a un travail sur la couleur, sur le découpage, c'est un travail de très bon artisan. Et sur ce point, j'irais même jusqu'à dire que Godzilla Minus One fait mieux que Shin Godzilla. Alors oui, Shin Godzilla reste mon Godzilla préféré, mais le film pêche parfois dans son ambition visuelle. Alors ça s'explique par le fait que la narration se veut plus réaliste, plus terre à terre, mais quand on aime le cinéma très esthétisé, on peut rester sur sa faim. L'autre réussite de Minus One, c'est la figure du monstre. Si ce Godzilla impressionne à ce point, ça n'est pas uniquement parce qu'il est réussi en termes d'effets spéciaux, c'est surtout parce que le monstre a une personnalité et un développement. Dans Shin Godzilla, comme dans de nombreux opus de la saga, le kaiju était une figure de destruction aveugle et massive. Ses victimes ne sont essentiellement que des pertes collatérales. Il détruit à l'aveugle, piétine des villes entières sans même s'en rendre compte. Ici, on a un Godzilla qui est mis en scène comme un véritable prédateur, qui protège et étend son territoire de chasse. Lors de la toute première attaque, il regarde le héros droit dans les yeux. Ça donne l'impression qu'il tue volontairement, qu'il vise chaque victime. Il y a une dimension beaucoup plus personnelle à cette cruauté. Ça en fait un monstre terrifiant et surtout un terrible adversaire pour notre héros, au point que Shikishima semble persuadé d'être maudit. Il se persuade que le monstre lui en veut à lui personnellement. Alors ça n'est évidemment pas le cas, mais ce développement plus intime rappelle par exemple le développement ambigu de la relation au requin dans Les Dents de la Mer. Une force destructrice dans laquelle les personnages vont tellement se projeter qu'ils lui confèrent un sadisme très humain, une volonté de violence décuplant l'aura autour du monstre. Et puis Yamazaki comprend très bien l'importance de développer des personnages attachants pour réussir son film. C'est un reproche qui revient très souvent pour les films de monstres. Quand le monstre n'est pas à l'écran, on s'ennuie profondément. Eh bien ça n'est clairement pas le cas de Minus One. On a des personnages vraiment attachants, profondément humains, qui évoluent, apprennent, tentent de soigner leur traumatisme, d'avancer ensemble. La dynamique de groupe, la famille de substitution, le pardon, la culpabilité, tous ces thèmes sont développés avec intelligence et donnent de l'épaisseur émotionnelle à un scénario pourtant assez classique. Shikishima est un héros assez singulier pour ce type de récit. On le disait, il est avant tout poussé par la culpabilité. La culpabilité d'avoir manqué à sa mission de kamikaze, la culpabilité d'avoir à nouveau manqué à ses devoirs lors de la première attaque de Godzilla, une culpabilité qui l'empêche même d'accepter le bonheur potentiel qui s'offre à lui. Mais surtout, c'est un ancien soldat qui est marqué par la défaite, le déshonneur
l'honneur et le deuil. Shikishima, c'est tout simplement le Japon d'après-guerre, qui doit se reconstruire sur des ruines, réapprendre à vivre. Il le dit très littéralement dans le film, sa guerre n'est pas finie. Et elle prendra fin en luttant contre ce Godzilla qui a représenté la bombe nucléaire dès sa première apparition à l'écran, mais qui représente plus généralement le spectre de la guerre et de ses traumatismes. Shikishima doit arrêter de fuir, de vivre dans la peur. Il doit laisser partir ce monstre, le submerger, choisir la vie. Et quand je dis choisir la vie, c'est tout simplement parce qu'on est face à un homme qui a toujours appris que la mort était un signe de courage. Le sacrifice, c'est l'idéal d'héroïsme du kamikaze. L'arc narratif de Shikishima, c'est d'accepter que survivre est parfois autrement plus compliqué, mais qu'il doit choisir cette survie plutôt que de la subir comme un déshonneur. Alors, petit aparté sur ce message-là. Le propos de Godzilla Minus One ne fait pas l'unanimité, particulièrement au Japon. Certains critiques y voient un film sur l'espoir, le choix de vivre, la reconstruction d'un pays traumatisé, et c'est globalement la lecture que j'en ai, mais il me semble important de noter que plusieurs grands critiques japonais ont trouvé que le film avait un rapport ambigu au passé, au nationalisme, et qu'il était étonnamment complaisant dans sa façon de traiter la figure du kamikaze. Et sur ce dernier point, je peux comprendre que le dernier acte laisse un peu perplexe. Alors, ça n'enlève rien aux qualités que je viens d'énoncer, ni même au message d'espoir qui est perçu, mais ça me semble important de le préciser. Je pense que contrairement à Shin Godzilla, qui est particulièrement limpide dans son propos politique, notamment sa critique virulente du gouvernement japonais, de l'interventionnisme américain, Godzilla Minus One se mouille beaucoup moins et peut donc plus facilement être interprété de différentes manières. C'est aussi pour ça que je préfère Shin Godzilla, il me semble plus clair, plus courageux. Voilà, on referme cette petite parenthèse analytique et on continue sur Minus One. Cela étant dit, même si je trouve Godzilla Minus One globalement très réussi, j'ai tout de même quelques réserves sur le film. Je le disais plus tôt, le film me semble techniquement supérieur à Shin Godzilla. En revanche, son écriture est largement moins aboutie. Il y a quelque chose de bien plus sage, académique, prévisible dans le développement du film. Et attention, c'est totalement assumé, on est sur un grand récit populaire, costumé, avec du mélo, de la romance, du drame familial, au point qu'un certain pathos s'installe par moments. Alors attention, pas de quoi crier au mélo malhonnête et vulgairement tire-larme, on n'est pas sur le niveau indécent d'un Hamnet, pour citer le dernier exemple en date qui me vient en tête, mais ça manque quand même d'équilibre, d'autant que le cadre et les enjeux étaient suffisamment puissants sans avoir besoin de les surligner. Je reprocherai également au film un rythme assez inégal. On commence avec une intensité folle, et puis il y a un véritable ventre mou au milieu de film, avant que le dernier acte ne relance la machine. C'est comme si le réalisateur n'arrivait pas totalement à marier ses enjeux dramatiques aux impératifs du grand spectacle. Et loin de moi l'idée de dire que c'est facile de mêler les deux. S'il y a autant de films Godzilla et de films de monstres en général qui ratent l'écriture de leurs personnages, c'est justement parce que c'est sacrément complexe de gérer le spectacle monstrueux autant que les enjeux humains. Mais mon reproche principal se trouve ailleurs. Pour vous le présenter en détail, je vais devoir spoiler, donc voilà, petite alerte spoil. Si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez conserver toutes les surprises du récit, je vous conseille d'aller au timecode qui s'affiche à l'écran. C'est parti. Godzilla Minus One fait appel à un procédé narratif particulièrement casse-gueule et qui fait partie des stéréotypes de scénario avec lesquels j'ai vraiment du mal, la fausse mort d'un personnage principal. Au milieu d'une des attaques les plus spectaculaires du monstre, peut-être la plus spectaculaire, notre héroïne, Noriko Oishi, meurt. L'attaque est brutale, puissante, et le personnage est sacrifié avec une efficacité impitoyable. C'est rapide, choquant, ça rabat complètement les cartes du scénario, franchement c'est un modèle d'écriture qui vient secouer le spectateur. Sauf que... vous vous en doutez, ça n'est pas tout à fait le cas. On apprend en toute fin de film que Noriko a survécu. Elle attend dans sa chambre d'hôpital, blessée, probablement marquée à vie, mais tout de même sacrément vivante pour une morte. Et pour être le plus franc possible, je trouve ce procédé absolument détestable. Venir susciter de l'émotion et des frissons de façon si artificielle, c'est totalement malhonnête et c'est lâche. D'autant que ça gâche les revisionnages. La première fois ça fonctionne, mais quand on le sait en revoyant le film, ça enlève totalement tout l'impact dramatique. Il faut un happy end complet, il faut que tout réussisse au héros, il faut la petite larmichette convenue du public ému par les retrouvailles, et ça annihile totalement le développement des personnages.
La mort de Noriko, c'était la blessure de trop pour Shikishima, le moment de choc qui lui fait comprendre qu'il doit se défaire du spectre de la mort, qu'il ne peut plus rester bloqué dans sa culpabilité et qu'il finira par sacrifier tout ce à quoi il tient s'il ne décide pas de se battre, de vivre pour ses valeurs, vivre pour les vivants plutôt que pour les morts. Sauf que ce choc est monté de toutes pièces. Il n'existe pas. En récompensant le héros de cette façon en fin de récit, -1 contredit totalement son développement. Et l'autre conséquence, c'est la difficulté d'accepter la dangerosité de cet univers. Jusque-là, j'étais persuadé que tout le monde était en danger, la mort de Noriko c'était vraiment l'électrochoc qui vient déstabiliser le spectateur, mais son retour parmi les vivants nous rappelle qu'il s'agit d'un film, d'une fiction, que tout est bien qui finit bien. J'espère que la suite prévue pour cette fin d'année me contredira, mais ça me semble maintenant difficile de m'investir à nouveau émotionnellement dans cet univers, puisqu'il m'a déjà prouvé que le danger ne concernait pas les héros. Seuls les personnages secondaires et les figurants seront sacrifiés, et c'est tout. En un sens, cet artifice m'a rappelé le retour de Jon Snow dans Game of Thrones. Dès la première saison, l'univers m'avait happé avec la mort de Ned Stark. Cette mort, c'était une déclaration d'intention. Personne ne serait épargné. Pas de bouclier scénaristique, pas de privilège, un univers impitoyable et imprévisible. Mais à partir du moment où on va ressusciter un personnage clé, plus rien ne se joue. Les règles qui ont tenu si longtemps viennent d'être brisées et ne seront jamais totalement restaurées. Jamais avec la même intensité en tout cas. Voilà pour ma petite analyse de Godzilla -1. Je le répète, c'est un film que j'apprécie vraiment, que je considère globalement comme une réussite, mais je tenais à apporter une lecture un peu plus mesurée face à l'accueil du public qui me semble particulièrement dithyrambique. C'est un spectacle de qualité, attention, un très bel objet technique, un blockbuster qui réussit beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas de nuancer certains points. J'irai clairement pas jusqu'à dire que le film est surcoté, d'ailleurs c'est un terme que j'aime vraiment pas beaucoup, mais ça me semble important de toujours rester mesuré dans notre accueil des films. Lorsqu'il avait découvert Shin Godzilla au cinéma, Yamazaki s'était exclamé « Bon courage au fou qui devra passer après ce film », sans savoir que c'était lui qui reprendrait les rênes de la saga au cinéma. Et franchement, il s'en sort bien. À mes yeux, même si -1 ne touche jamais la puissance dramatique, mythologique ou politique de Shin Godzilla, il parvient tout de même à briller en choisissant une toute autre direction. Un retour aux sources, un récit plus humain, plus émotionnel, du grand spectacle artisanal comme le cinéma japonais sait si bien le faire. Et d'ailleurs, c'est là que se trouve une des grandes qualités de la saga Godzilla. Une saga qui évolue tout le temps, qui passe d'un genre à l'autre, qui change radicalement de ton, et une saga qui est encore loin d'avoir poussé son dernier cri iconique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur Godzilla -1 et à me suggérer d'autres titres Godzilla si vous voulez qu'on continue à parler de cette saga sur la chaîne. Merci également à Rosetta Stone qui sponsorise cette vidéo. N'oubliez pas qu'en utilisant mon lien en description, vous bénéficiez d'une offre unique. 60% de réduction sur leur offre Lifetime qui offre 25 langues de l'appli à vie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est compliqué de faire vivre la chaîne avec les mises à jour de plus en plus difficiles de la part de YouTube et de l'algorithme. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.